Tentative d'assassinat à Bamako, la nuit où tout a failli basculer. Le 14 mai, à 3 heures du matin, un silence étrange plane sur Bamako. Pas de klaxon, pas de bruit de rue. La ville dort. Mais au sommet de la colline de Koulouba, là où se trouve le palais présidentiel, quelque chose d'anormal se prépare. Un véhicule banalisé arrive discrètement par une route secondaire, phare éteint. 2 hommes en descendent, habillés de boubous traditionnels. Pas un mot, pas un geste de trop. Une brève communication radio. Puis, sans prévenir, un coup de feu éclate. La garde présidentielle réagit aussitôt. Un tir d'alerte suivi d'un échange nourri. En moins de 4 minutes, les assaillants sont encerclés. D'autres tentent de franchir le mur nord du palais, mais un drone thermique les repère. Ils sont abattus ou capturés avant même d'avoir pu atteindre la grille principale. Le colonel Assimi Goïta, visé dans sa propre résidence, dormait lorsque l'alarme a retenti. Il est immédiatement conduit dans une pièce sécurisée du palais. Tout était prévu. Le coup d'État était minutieusement organisé depuis plusieurs semaines, mais il a échoué à la toute dernière seconde. Ce matin-là, le Mali se réveille sans se douter qu'il a frôlé le chaos. Dans les couloirs du palais, personne n'oubliera cette nuit-là, pas seulement pour les tirs, mais pour ce qu'il représentait. Une tentative d'arracher le pays à un président qui a osé dire non. Non à la soumission, non aux puissances invisibles, non à l'ordre établi. Ce n'était pas qu'une attaque, c'était un message. Mais cette fois, ce message a été stoppé net. Retour en arrière, 2h53. Tout commence à 2h53 du matin. Le système de sécurité du palais de Koulouba capte une première alerte. Un bruit métallique étrange. Ensuite, un léger brouillage radio sur les fréquences sécurisées. Puis, soudain, le noir. Une coupure de courant parfaitement ciblée sur la zone présidentielle. Mais le Mali de 2025 n'est plus celui d'hier. En quelques secondes, les générateurs de secours prennent le relais. Le système de surveillance se rallume. Sur les écrans, des points rouges se déplacent à l'est et au nord du palais. Ce sont des intrusions coordonnées et précises. À 3h07, une camionnette banalisée s'arrête à moins de 200 mètres du mur nord. 2 hommes en descendent. Leur objectif est clair. Franchir le périmètre extérieur et atteindre le second portail intérieur. Les caméras thermiques détectent au moins 6 autres silhouettes progressant à pas feutrés, en venant de plusieurs directions. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que depuis une semaine, la garde présidentielle a été discrètement renforcée. Et cette nuit-là, 2 commandos d'élite sont en patrouille à l'intérieur du palais. À 3h09, les intrus sont repérés, puis encerclés. Un violent échange de tirs s'engage. Le bruit réveille des habitants proches du quartier de Koulouba, mais dans les médias, rien ne filtre encore. À l'intérieur du palais, l'ordre est clair, neutralisé, sans alerter la population. Réveillé par son aide de camp, Goïta est aussitôt conduit dans un bunker intégré à sa résidence. Il ne parle pas, il écoute, il attend. Il comprend que ce n'est pas une attaque improvisée, mais bien un coup d'État préparé. À 3h23, l'alerte maximale est déclenchée. Les derniers assaillants fuient. Certains sont rattrapés, d'autres se volatilisent dans les hauteurs sombres de Bamako. Mais le cœur du pouvoir tient bon. Le plan dans l'ombre. Ce que personne ne sait encore, c'est que l'attaque n'était que la partie visible d'un plan beaucoup plus large. Un projet orchestré dans l'ombre, avec une précision militaire et des complicités à l'intérieur du système. Le 13 mai au matin, Bamako semble paisible. Les radios locales diffusent de la musique. Les vendeurs ambulants reprennent leur routine. Pourtant, tout près du palais, des corps sont retrouvés et plusieurs survivants capturés. Parmi les assaillants neutralisés, certains portent des tenues militaires sans insigne. D'autres sont en civil. Les premières enquêtes révèlent des origines variées. Quelques Maliens, mais aussi des Ivoiriens, des Burkinabés et 2 individus parlant un français au fort accent parisien. Les blessés sont immédiatement transférés dans un centre sécurisé de la sécurité d'État malienne. Les interrogatoires commencent, menés avec méthode. Peu à peu, les langues se délient. Ce que les enquêteurs découvrent est glaçant. Ces hommes ont été formés dans une base privée située, selon leur dire, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Leur mission ? Neutraliser la garde présidentielle, prendre le contrôle du centre de commandement,
capturer ou éliminer le président Goïta. Nom de l'opération Z0 Alpha. Dans une sacoche retrouvée sur l'un des meneurs, les enquêteurs trouvent un carnet manuscrit contenant des schémas détaillés du palais présidentiel, les horaires de rotation de la garde, des codes radio partiellement exacts. Autrement dit, ils avaient des complices à l'intérieur. Parmi les assaillants, certains portaient d'anciennes décorations militaires, des soldats radiés disparus des effectifs depuis plusieurs années, des fantômes de l'armée. Et dans un téléphone saisi, un message vocal enregistré à minuit. Tout est prêt. Phase finale enclenchée à 3 heures. Le silence est garanti. Ce message n'a jamais été envoyé. Anticipation et vigilance. Si Goïta est encore en vie ce 13 mai, ce n'est pas uniquement grâce à ses gardes. C'est aussi grâce à un travail de veille et d'anticipation silencieux, mené depuis plusieurs semaines par un réseau de sentinelles invisibles, les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, et les agents du renseignement malien. Tout commence début avril lorsqu'un informateur burkinabé alerte ses homologues maliens. Des individus suspects se déplacent près de la frontière ivoirienne, se faisant passer pour des commerçants itinérants. Ces informations remontent jusqu'à une cellule conjointe de l'AES, Alliance des États du Sahel, créée pour prévenir les infiltrations régionales. En parallèle, des VVDP en poste à Sikasso remarquent des véhicules suspects aux plaques dissimulées, effectuant des allers-retours entre le sud du pays et Bamako. Les services de renseignement intérieur prennent le relais. Numéro de téléphone pisté, visage capté par caméra, analysé par reconnaissance faciale. Certains sont connus pour avoir appartenu à des groupes armés responsables de tentatives de déstabilisation en 2022. Mais l'élément le plus inquiétant survient le 6 mai. Un message crypté est intercepté sur une application sécurisée. Cible confirmée. Phase 1 validée. Reste à neutraliser l'environnement. Ce message, aussi bref soit-il, suffit à déclencher un protocole de sécurité renforcé. Des unités discrètes sont ajoutées aux patrouilles, les rotations de la garde sont modifiées, certains agents remplacés en urgence. Le 12 mai, à 23h47, un dernier signal d'alerte est déclenché. Un drone capte une anomalie thermique dans une zone boisée. Les commandos sont mis en alerte. Et quand l'attaque commence à 3h07, le Mali est prêt. Ce n'est pas une victoire due au hasard. C'est une victoire de l'anticipation, de la coordination, de l'intelligence collective. Mais malgré ces épreuves, Assimi Goïta ne recule pas. Il poursuit sa vision avec fermeté, déterminé à sortir le Mali de la dépendance et de l'humiliation. En plus de renforcer l'armée, il lance des réformes pour redonner au peuple malien une véritable souveraineté. Les discours changent, les actes aussi. Fini l'époque où Bamako recevait des ordres de Paris ou de Washington. Désormais, le Mali parle en son nom, agit selon ses intérêts et regarde vers des partenaires plus fiables comme la Russie, la Chine, la Turquie ou encore l'Iran. Le changement de cap est radical. La coopération militaire avec la Russie se renforce. Des équipements modernes arrivent, les effectifs sont formés et les résultats ne tardent pas à se faire sentir. Les groupes armés commencent à reculer, les zones jadis incontrôlées redeviennent accessibles et les populations respirent à nouveau. Cette efficacité militaire surprend même les plus sceptiques. Du côté des chancelleries occidentales, c'est la panique. Comment ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, qu'on croyait incapable de se gérer seul, parvient-il à obtenir de tels résultats sans les fameux conseils de l'Élysée ou du Pentagone? Comment expliquer que les attaques terroristes diminuent justement quand les troupes françaises quittent le terrain? Ces questions dérangent, et les réponses pointent toutes vers une vérité simple. Les anciennes puissances n'étaient pas là pour aider, mais pour contrôler. Et maintenant que le Mali se libère, leur masque tombe. Assimi Goïta devient un symbole de résistance dans toute l'Afrique. Sa posture inspire d'autres leaders et peuples sur le continent. On parle de lui comme on parlait de Sankara, de Lumumba, de Kadhafi. Un homme prêt à mourir pour la dignité de son peuple. Évidemment, cela ne plaît pas aux puissances occidentales. Elles savent que si le Mali réussit dans cette voie souverainiste, d'autres suivront et ce sera la fin de leur domination en Afrique. Mais l'homme reste calme. Il ne cherche pas à provoquer inutilement. Il parle peu, agit beaucoup.
Il reste fidèle à ses principes, à sa mission. Il sait que le chemin est encore long, que les pièges seront nombreux, mais il ne cède pas. Il avance avec détermination, porté par l'espoir de tout un peuple et même de tout un continent. En parallèle, le Mali renforce ses liens économiques avec de nouveaux partenaires. La Chine investit dans les infrastructures, la Russie propose son expertise en matière de sécurité, la Turquie participe à des projets de développement et l'Iran apporte son soutien dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ces nouvelles alliances ne sont pas sans intérêt pour le Mali. Elles permettent de diversifier les sources de coopération, de rompre avec la dépendance unique à l'Occident et surtout de négocier d'égal à égal. Dans ce nouveau contexte, les résultats deviennent visibles. Des routes sont construites, des écoles rouvertes, des centres de santé modernisés. L'État reprend progressivement le contrôle de son territoire, les institutions se stabilisent et l'espoir renaît. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Les défis sont immenses, les moyens encore limités et les ennemis nombreux. Mais la dynamique est lancée et elle semble irréversible. Et surtout, le peuple malien retrouve une chose essentielle, la fierté. Ce peuple longtemps humilié, marginalisé, réduit au silence, relève aujourd'hui la tête. Dans les rues de Bamako, à Tombouctou ou à Gao, on brandit les drapeaux du Mali, de la Russie, on chante l'hymne national avec ferveur, on crie le nom d'Assimi Goïta comme un héros libérateur. Le sentiment d'appartenance renaît et avec lui, une nouvelle conscience panafricaine. Ce réveil africain dépasse les frontières du Mali. Au Burkina Faso, au Niger, en Guinée, au Togo, au Tchad, en République centrafricaine. La jeunesse observe, s'interroge, s'organise. Partout, les mêmes aspirations. Reprendre le contrôle, se libérer des tutelles, construire un avenir digne. Ce que le Mali a osé faire, d'autres pays commencent à le rêver. Et dans cette dynamique, la figure d'Assimi Goïta devient un repère, un exemple à suivre. Souhaitez-vous, mais cet espoir grandissant ne plaît pas à tout le monde. Dans l'ombre, des forces s'activent pour freiner cette dynamique. Services secrets occidentaux, anciens dirigeants frustrés, groupes armés infiltrés, tout est mis en œuvre pour déstabiliser le processus en cours. Les campagnes de désinformation se multiplient sur les réseaux sociaux. On tente de salir l'image d'Assimi Goïta, de faire croire qu'il serait un dictateur ou un pantin russe. Mais cette propagande ne prend pas. Le peuple malien a appris à distinguer le vrai du faux. Il a vécu la misère sous les anciens régimes. Il voit aujourd'hui les changements concrets. Il ne se laisse plus manipuler. Alors, face à cet échec médiatique, certains optent pour des méthodes plus radicales. Sabotage économique, tentative de soulèvement interne, pression diplomatique, rien n'y fait. Le Mali reste debout. Le capitaine Goïta, loin de vaciller, redouble de vigilance. Il réorganise les services de sécurité, nettoie les institutions corrompues, sanctionne les traîtres et renforce l'unité nationale. Ce qui frappe de transition, c'est la constance du message. Souveraineté, dignité, justice. Le peuple malien n'en demande pas plus. Il ne veut pas l'aumône, il veut juste qu'on le respecte. Et ce respect, il commence à l'imposer par la force de sa détermination. Le coup d'État au Niger, quelques mois plus tard, confirme cette tendance. Le président Mohamed Bazoum est renversé par le général Tiani, avec l'appui d'une partie de l'armée et de la jeunesse nigérienne, lassée de la soumission à la France et de l'inefficacité face au terrorisme. Là aussi, la CEDEAO et les Occidentaux crient au scandale. Ils menacent, ils brandissent l'option militaire. Mais le peuple se mobilise, résiste, bloque les aéroports, encercle les bases étrangères. Le schéma se répète. Ce sont les peuples qui veulent le changement, pas une minorité de putschistes. Assimi Goïta, dans ce contexte, apparaît comme un grand frère pour les autres pays en transition. Il propose une fédération militaire avec le Burkina Faso et le Niger. L'AES, Alliance des États du Sahel. Une idée brillante, stratégique et profondément panafricaine. Il ne s'agit plus seulement de résister chacun dans son coin, mais de bâtir une alliance solide, capable de mutualiser les forces, les ressources et les visions. C'est le début d'un véritable bloc de résistance au néocolonialisme. Et ce bloc fait peur, très peur. Car s'il réussit, il pourra faire tache d'huile dans toute l'Afrique. On imagine déjà une Afrique centrale rejoignant le mouvement, une Afrique de l'Est observant avec intérêt, une Afrique australe questionnant ses partenariats.
Ce que Goïta et ses alliés initient, ce n'est pas juste un changement politique, c'est une révolution géopolitique. Dans cette dynamique, le rôle du peuple reste central. C'est lui, par sa mobilisation, sa vigilance, son engagement, qui garantit la stabilité du processus. Assimi Goïta le sait, et il ne cesse de le rappeler dans ses discours. « Je ne suis rien sans vous. C'est ensemble que nous gagnerons ou que nous tomberons. » Cette humilité, rare chez les chefs d'État, renforce la confiance. Le peuple ne voit pas en lui un homme assoiffé de pouvoir, mais un soldat de la nation, un serviteur de la cause. Cela dit, le défi reste immense. Le Mali est toujours confronté à des attaques, des sanctions, des campagnes hostiles. Il manque encore d'infrastructures, de moyens, de stabilité financière. Mais il a gagné quelque chose de précieux, la foi en lui-même. Et cette foi, quand elle est bien dirigée, peut déplacer des montagnes. Ce que vit le Mali aujourd'hui dépasse largement ses frontières. C'est une bataille symbolique entre deux visions du monde, celle d'une Afrique soumise, dépendante, exploitée, et celle d'une Afrique debout, fière, maîtresse de son destin. Et dans cette lutte, chaque victoire malienne est une victoire africaine. Assimi Goïta n'est pas parfait. Il n'a jamais prétendu l'être. Il n'a pas réponse à tout, et il commet, comme tout dirigeant, des erreurs. Mais il incarne quelque chose que les Africains n'avaient plus vu depuis longtemps. Un leader prêt à mourir pour son peuple. Un homme qui ne cherche ni la richesse, ni la gloire personnelle, mais la libération de sa patrie. Et ça, c'est devenu rare, très rare. Il ne s'agit pas ici de faire de lui un messie. Le but n'est pas de sacraliser un militaire, mais de reconnaître une trajectoire, celle d'un homme qui, dans un contexte explosif, a fait le choix de rompre avec les vieux schémas pour ouvrir une nouvelle voie. Une voie dangereuse, incertaine, mais nécessaire. Car l'Afrique, si elle veut survivre au XXIe siècle, n'a plus le choix. Elle doit rompre avec le passé, assumer son présent et construire un avenir qui lui ressemble. Cela demande du courage, de la stratégie, mais surtout de la solidarité. Et c'est précisément ce que Goïta essaie de bâtir. Une solidarité panafricaine fondée sur le respect mutuel, la justice sociale et la sécurité collective. Les intellectuels, les artistes, les jeunes de la diaspora commencent à se reconnecter à cette dynamique. Ils comprennent que quelque chose de profond est en train de naître. Les mouvements pour la souveraineté s'amplifient, les discours changent, les priorités aussi. On ne rêve plus de visa, on rêve de dignité. On ne fuit plus le continent, on veut le reconstruire. Et c'est peut-être cela, le plus grand accomplissement d'Assimi Goïta, avoir réactivé l'espoir, avoir rallumé cette flamme que le néocolonialisme avait presque éteinte, avoir rappelé à un peuple qu'il a le droit de rêver, mais aussi le devoir de se battre pour ses rêves. L'histoire retiendra peut-être son nom ou peut-être pas, peu importe. L'essentiel, c'est que le Mali, grâce à lui et à son peuple, a osé dire non. Non à l'humiliation, non à la dépendance, non au mépris. Et ce non résonne aujourd'hui comme un cri de renaissance pour toute l'Afrique. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.